vais introduire la troisième conférence. Donc, parmi toutes les qualités de Marc de Fouchécourt, il y en a une qu'à titre personnel, j'affectionne particulièrement, c'est qu'il est mon frère. Mais évidemment, ce n'est pas pour ça que nous l'avons fait venir aujourd'hui, bien que, voilà, on peut espérer tous ici une grande famille des communicants d'Île-de-France. Mais Marc est aussi associé à Next Modernité, qui est une société de conseil qui accompagne les entreprises dans leur transition vers des nouveaux modes de management, la mise en place du collaboratif, ainsi que les usages et appropriations des technologies 2.0. Il est également, depuis 12 ans, il enseigne à Arts et Métiers ParisTech. Et surtout, un peu comme Xavier, Marc est un insatiable curieux, dénicheur de tendances et découvreur de penseurs iconoclastes. Et parmi eux, Nassim Nicolas Taleb et son dernier opus, Antifragile. Donc j'ai demandé à Marc, qui aime beaucoup cet essayiste, de venir, comme on ne pouvait pas faire venir Nassim Nicolas Taleb pour différentes raisons. Et comme Marc est un passionné de cet essayiste, enfin plus qu'essayiste, puisqu'il est écrivain, philosophe, on le surnomme le dissident de Wall Street, parce qu'il est considéré comme le seul à avoir anticipé la crise de 2008. Et puis il est à la base d'une théorie qu'on appelle la théorie du signe noir, qui affirme que les événements les plus improbables finissent toujours par arriver. Et que, d'une certaine manière, quand ils arrivent, alors il est peut-être nettement plus préférable d'être antifragile. Donc, Marc, vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'être antifragile? Je vais essayer. Je remercie d'abord donc mon frère Xavier d'avoir testé mon antifragilité aujourd'hui. Je vais d'ailleurs essayer de tester la vôtre dans la demi-heure qui suit. Comme dit le proverbe, protégez-moi de mes amis et de ma famille. Pour mes ennemis, je m'en charge. Alors, effectivement, je suis les écrits de Nassim Taleb depuis longtemps parce que c'est un iconoclaste, parce que c'est quelqu'un qui pense à côté, qui fait des pas de côté. J'aime beaucoup les gens qui font des pas de côté parce que je pense que c'est une des seules façons de survivre, ou même d'ailleurs de croître dans ce monde. Et j'ai beaucoup aimé, et je remercie Frédéric Martel d'ailleurs de son intervention, parce qu'il a parlé de fragmentation, qui est un de mes thèmes de prédilection préférés. Il n'y a pas que la fragmentation de l'Internet, comme il le sait, comme il n'a pas eu le temps de vous le dire. Il y a la fragmentation des informations, des savoirs, des actions, du temps. Tout est fragmenté de plus en plus. Et la solution n'est évidemment pas de se renfrogner, comme il le dit, mais justement de relier tout ça. Et peut-être que le mot de relier les fragments, c'est peut-être quelque chose qui sera un mot intéressant à développer ensemble. Donc, comme vous le voyez sur cette image, j'ai pris beaucoup de notes sur Antifragile et résumé donc 800 pages en un peu moins d'une demi-heure, c'est le défi que j'essaie de tenir aujourd'hui. La couverture du livre présente un sous-titre « Les bienfaits du désordre ». Alors, je ne sais pas quelle idée est passée par la tête de l'éditeur du livre en français, parce que le désordre, oui, enfin, moi, on veut bien, mais enfin, un petit peu d'ordre, ça fait du bien aussi. Je préfère le sous-titre de la version anglaise, d'une des versions anglaises, parce qu'il y a pas mal de sous-titres. Je me suis amusé à regarder les sous-titres du livre. Comment vivre dans un monde que nous ne comprenons pas, sans avoir besoin de le comprendre. Parce que jusqu'à maintenant, depuis le siècle des Lumières et la science classique, on essayait de comprendre le monde pour pouvoir y vivre bien et en profiter. Eh bien, comment est-ce qu'on peut arriver à bien vivre? Comme dit Nassim Taleb, je veux être heureux dans un monde que je ne comprends pas. Donc on va essayer d'être heureux aussi dans un monde qu'on ne comprend pas. Alors, la première chose que on peut regarder, évidemment, puisque Antifragile est le titre du film, c'est qu'est-ce que c'est que quelque chose de fragile? Et quel est le contraire de fragile? Alors, quand on pose la question à brûle-pourpoint à tout le monde, y compris à moi-même, d'ailleurs, la première fois qu'on me l'a posée, je me suis dit, évidemment, le contraire de fragile, c'est solide, robuste. Et pas du tout. Donc, c'est ce que montre Nassim. Ce qui est fantastique dans Nassim Taleb, c'est qu'il arrive à faire 800 pages sur une seule idée. Mais comme c'est une idée profonde, il la pousse jusqu'à ses retranchements et, comme on le verra peut-être, jusqu'à son paradoxe. Vous savez que toutes les théories, même les théories mathématiques, si vous les poussez assez loin, elles finissent par tomber sur un paradoxe. Et ça va être le cas, effectivement, de la fragilité. La fragilité, c'est quand le hasard des choses, la variabilité, le temps, vous rendent moins solide ou vous brise.
Donc effectivement, votre état, comme la flèche l'indique, diminue. La robustesse, c'est l'indifférence aux aléas, et donc au temps qui est le créateur d'aléas. Alors, il y a une notion que Boris Cyrulnik a développée il y a quelque temps, et qui est une notion d'ailleurs au départ de physique, mais qu'il a appliquée à la fois au système et aux êtres humains, c'est la notion de résilience. Le résilient finit par s'en tirer parce que c'est un fragile qui se reconstruit. Et l'idée fantastique de Nassim, c'est d'avoir pensé que le contraire de fragile, c'était justement antifragile, c'est-à-dire quelque chose qui tire parti du hasard. Il se passe quelque chose de négatif, eh bien ça me renforce. Il y a un proverbe qui dit « tout ce qui ne tue pas rend plus fort ». Bien, effectivement, cette notion d'antifragilité, très étrangement, est ancienne, très ancienne. Hein. Nassim parle énormément des philosophes, de Sénèque en particulier, des philosophes anciens, grecs, romains, etc. Mais elle n'a pas de nom. Ce qui est fantastique, c'est qu'il n'y avait pas de nom pour l'antifragilité. On en parle, on la met en valeur, on la met en proverbe, on la met même en mode de vie, mais pas de nom pour ça. Pour résumer un petit peu et imager ce que Nassim appelle la triade, bien, vous avez effectivement les trois états. Et évidemment, c'est un continuum, hein, il n'y a pas juste trois états. Vous n'êtes pas ou fragile comme le verre, ou robuste comme les barres d'acier, hein, ou antifragile comme vos muscles. Vos muscles, ben oui, plus vous les testez, plus vous les faites souffrir en courant ou en soulevant des poids, et plus ils vont se renforcer. Ils sont antifragiles. Nous sommes antifragiles par nature. La nature est antifragile d'ailleurs, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. Elle a évolué vers plus de complexité, elle a évolué, il y a de plus en plus de monde sur Terre, malheureusement il y a souvent de moins en moins d'espèces, mais en tout cas elle a évolué vers plus de complexité, uniquement grâce à son antifragilité. Il n'y a pas de dessein intelligent, contrairement à ce que pense un bon pourcentage d'Américains, il y a simplement des règles d'antifragilité qui se mettent en place et qui tirent profit du hasard et des circonstances. Donc si vous envoyez quelque chose de fragile à l'autre bout de la planète, voilà l'étiquette que vous allez mettre sur votre paquet. Par contre, si vous envoyez quelque chose d'antifragile, vous demanderez à vos intermédiaires s'ils veulent bien secouer le paquet. D'ailleurs, voilà un troisième titre, peut-être le plus juste, un troisième sous-titre du livre de Nassim. Qu'est-ce que sont les choses, les personnes, les systèmes qui tirent profit du désordre ? En fait, on vous a expliqué, vous n'avez pas attendu ce matin pour le savoir, que nous sommes dans un monde complexe, désordonné, imprévisible, etc., etc., avec des crises, en veux-tu, en voilà. Et on essaie de se protéger contre ça, on essaie pratiquement de prévoir les choses, ça ne marche pas du tout. Et si on essayait tout simplement d'en profiter ? J'aime bien cette diapositive. J'espère que la couleur est bien rendue. Vous savez pourquoi? C'est parce que le bleu est une couleur qu'on a mis des millénaires à reconnaître. Hein. Les anciens, les Grecs, ne nommaient pas le bleu. Le bleu, ça existait tellement que ça n'existait pas, quoi, grosso modo. Et puis, certainement, la gamme des couleurs, en tout cas des mots pour les couleurs, s'est agrandie petit à petit, et le bleu est apparu. Et c'est la même chose, je crois, pour le mot d'antifragile, qui apparaît petit à petit, et qui va nous servir pour décrire ce que nous pourrions être, ou ce que peut-être nous sommes déjà et on a oublié, et qui nous permet d'affronter ce monde complexe. Alors, je ne vais pas en quelques minutes vous apprendre par l'intermédiaire de Nassim, que je remercie ici aujourd'hui, comment devenir antifragile et à quoi ça sert. Par contre, il y a peut-être une petite règle générale, c'est pourquoi ça ne marche pas, pourquoi il y a des grands trucs qui s'écroulent, comme par exemple des systèmes bancaires ou des économies, pour prendre quelques exemples, ou des systèmes historico-politiques comme en ce moment. C'est parce que, je vous ai dit tout à l'heure que la mère nature était antifragile. Nous sommes antifragiles par nature. Alors pourquoi ça ne marche pas? C'est parce qu'on a des tas de systèmes qui, sous prétexte de raisonner, sous prétexte de nous protéger, quelque part, nous rendent plus fragiles. Et comment est-ce qu'on peut rendre fragile quelque chose qui est antifragile? Eh bien, par exemple, en évitant les petites erreurs. Si vous bloquez
les erreurs d'un système, les petites erreurs, les petites fluctuations d'un système, et que vous le bloquez, eh bien, vous avez une accumulation des contraintes et ça finit par exploser. J'espère que ça vous dit quelque chose, comme par exemple les systèmes financiers. On a voulu réguler. Oui, il faut peut-être de la régulation, ce sera peut-être l'objet du débat d'ailleurs, les régulateurs, mais si on régule trop, si on serre trop le piston, eh bien, il finit par exploser. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est par exemple de décliner des modèles. On prend un modèle et puis on le décline et on fait comme le lit de Procuste qui, comme vous le savez peut-être, quand il mettait quelqu'un dans un lit, s'il était trop grand, il coupait les membres pour que ça aille bien dans le lit, et s'il était trop petit, il lui étirait les membres pour que ça aille bien aussi dans le lit. Bien, en fait, souvent, au lieu d'adapter les modèles à la réalité, on adapte beaucoup trop la réalité au modèle, et ça rend antifragile, effectivement. Il y a un mot assez joli de Nassim sur ce qu'il appelle les fragilistas. Alors, dans sa tête, les fragilistas sont les gens qui rendent les choses fragiles. Et il y va à cœur joie. Donc si vous aimez les choses un peu polémiques et les comptes à régler avec l'intelligentsia, avec les savants, avec les universités, avec les hommes politiques, avec les grands chefs d'entreprise, allez-y. Ils les appellent tous des fragilistas, c'est-à-dire des machines à rendre ce qui est antifragile, fragile. Je reviendrai évidemment là-dessus. Mais très souvent, en fait, il s'agit d'une variante sur cette métaphore. On construit des modèles dans lesquels on peut mesurer des bénéfices. Vous allez, je ne sais pas, avoir 2,5% de croissance par an, ou bien vous allez avoir un système de plus en plus efficace, ou quelques intérêts, qu'ils soient économiques ou d'organisation. Et tout ça est visible, calculable, ça rentre dans les feuilles Excel, et on oublie, parce qu'on passe sur les détails, on passe sur les trucs qui sont trop rares, donc on regarde sous le lampadaire au lieu de regarder à côté, on oublie ce qui va un jour être ce que Nassim appelle un signe noir, c'est-à-dire la catastrophe qui va vous faire perdre d'un coup les 10 ou 20 ans de stabilité que vous avez eu, je ne sais pas, de croissance de la bourse. C'est un ancien trader, Nassim, alors il a beaucoup d'exemples économiques et financiers. Et vous avez du 2% par an, puis tout d'un coup, ça s'écroule. On sait par exemple ce qui vient de se passer, évidemment, à la bourse. En France et ailleurs. Une autre caractéristique, c'est que le monde n'est pas linéaire. Dans les débuts de la science, on a essayé de rendre le monde linéaire, parce que c'était plus simple, et puis parce qu'on sait résoudre des équations linéaires, on sait résoudre des problématiques linéaires, c'est simple. Vous regardez ce qui s'est passé depuis 5 ans, ça fait une droite, et puis vous prolongez la droite, et ça fait ce qui se passera dans 5 ans. Mais ça ne marche pas comme ça. Le monde n'est pas linéaire, alors qu'on essaie de nous faire croire, parce qu'on le croit peut-être, parce qu'il le croit aussi, que le monde est linéaire. Il ne l'est pas du tout. Voici quelques exemples. Par exemple, si vous augmentez la température de cette pièce de 10 degrés, ça va vous faire un certain effet. Si vous l'augmentez de 20 degrés, ça ne va pas vous faire un effet double, mais au moins triple ou quadruple, etc., etc. Vous augmentez la vitesse d'une voiture, vous la multipliez par 2, ça multipliera les effets de votre prochain accident par 4 ou 8, ça dépend. Donc le monde n'est pas linéaire. Et il y a quelque chose une anecdote que je raconte qui est assez intéressante, c'est quand est-ce que la science de la météo a commencé à donner des résultats. C'est pas encore terrible, mais enfin c'est beaucoup mieux que dans les années 60. Dans les années 60, on avait 2 bulletins météo. Vous avez celui de France Inter et celui de Europe 1. Celui de France Inter, c'était des météorologues patentés, des scientifiques. Et puis celui d'Europe 1, c'était quelqu'un qui regardait au doigt mouillé le temps qui allait se passer. Son nom m'échappe maintenant, mais peut-être Xavier, tu peux me le rappeler, non ? Albert Simon, je vous remercie, je te remercie. Albert Simon, lui, il regardait les étoiles, il regardait si c'était lune descendante, etc. Bref, il avait sa science toute à lui, et on avait constaté qu'il ne se trompait pas plus souvent que les scientifiques de météo. Alors, le premier progrès qui a été fait en météorologie, qui fait qu'effectivement, il n'y a pas eu d'autres Albert Simon ensuite, c'est parce qu'on a remplacé des milliers d'équations linéaires pour décrire le temps en 7 ou 8 équations non linéaires. C'était le début de la théorie du chaos en mathématiques. On a commencé à prendre en compte la non-linéarité et on a réussi à faire des calculs un petit peu plus précis sur le futur. Mais les choses se sont aggravées depuis, puisque le futur est de moins en moins prévisible, et on en reparlera. Le monde n'est pas linéaire, implique il n'est pas prévisible. Alors s'il n'est pas prévisible, qu'est-ce qu'on fait ?
Eh bien, on va aborder ça dans la deuxième partie de mon exposé. Comment devenir ou rester antifragile? Parce que c'est quand même assez tentant. Hein. C'est que si vous avez un monde qui change tout le temps et qui est imprévisible, c'est-à-dire que vous ne savez pas d'où va venir le prochain coup, si vous pouvez en profiter plutôt que de mettre un bouclier, hein, ou bien de vous cacher sous la table, c'est sûr que c'est quand même intéressant. Eh bien, il faut peut-être copier la nature. Hein. Le meilleur exemple, c'est la nature. Tout ce qui a survécu quelques milliards d'années était a priori antifragile, sinon ça fait longtemps que ça aurait disparu. La vie en particulier est antifragile. Mais je vais juste un petit peu rentrer dans le vif du sujet. La vie est cruelle. C'est-à-dire que pour que une espèce vive, il faut que beaucoup d'individus meurent. Il faut de la fragilité à un certain niveau pour construire l'antifragilité au-dessus. Donc ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Où est-ce que je suis? Quel est le niveau qui est au-dessus de moi? Quel est le niveau qui est en dessous de moi? Et dans la mesure où je peux personnellement essayer de devenir antifragile, qu'est-ce que je dois rendre fragile? Fragile signifie dans le temps éphémère pour pouvoir devenir antifragile en tant que système. Je rappelle quelque chose que tout le monde sait, mais ça vaut peut-être mieux de le rappeler dans des temps où certains extrémismes essaient de nous faire avaler certaines pilules. Hein, en fait, le darwinisme, ce n'est pas l'espèce la plus forte ou la plus intelligente, c'est celle qui s'adapte le mieux. Et Nassim Taleb va plus loin, il ne parle même plus de s'adapter, il parle d'en profiter. S'adapter, ça veut dire, bien, voilà, on essaie de survivre. Non, non, le vrai darwinisme, c'est en profiter. S'il n'y avait pas eu d'erreur dans la reproduction de l'ADN des premiers êtres vivants, on ne serait pas là en train de discuter aujourd'hui, on serait des amibes. C'est parce qu'il y avait des erreurs dans le principe de reproduction et qui étaient soumis à des aléas et donc à une sélection qu'on est aujourd'hui en train de parler et d'échanger. Je vous donne un petit exemple. Il y a de plus en plus d'ateliers qui se font où les gens se demandent comment devenir antifragile. Alors ils témoignent, voilà un témoignage que j'ai volé sans lui dire à Jonathan Anthony. Voilà, des ateliers, on dit mais par quel principe, comment est-ce que je peux devenir antifragile? Alors j'ai souligné quelques petites choses, hein, c'est en anglais, je ne l'ai pas traduit, mais ça, le contenu n'a pas d'intérêt. Mais ce qui est très intéressant, c'est les deux questions que s'est posée cette personne dans cet atelier, c'est comment est-ce que moi je peux devenir antifragile, c'est-à-dire non seulement résister, mais profiter des mauvais hasards, et comment est-ce que mon organisation, mon entreprise, ou l'endroit où je travaille, mes équipes, voire ma région, peut devenir antifragile. On va passer rapidement sur 8 principes parmi les dizaines de principes. Je vous conseille, si vous avez un peu de temps ou un peu de vacances, je vous conseille quand même de lire le livre de Nassim Taleb, qui est tout à fait passionnant. Il est bien écrit. En plus, il est à la fois passionnant et énervant, donc ça vous maintient réveillé. C'est ce qui est le propre des bons livres. Alors la première chose, c'est il est plus facile, effectivement, de mesurer la fragilité que de mesurer le risque. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée-là? Il y a une charge contre tous ceux qui mesurent les risques. Risk manager, voire les gens qui font des prévisions, etc. Nassim Taleb n'aime pas ça. Alors, je dois quand même ouvrir et fermer une petite parenthèse. Je suis d'accord avec presque tout ce que dit Nassim, pas vraiment tout. Il y a peut-être des choses que je n'ai pas comprises aussi, hein, il faut être modeste. Mais ce dont je parle aujourd'hui, c'est ce qu'il dit lui. Hein, voilà. Quelquefois, ça ne correspond pas exactement à ce que je pense. Mais ici, ça correspond bien. C'est-à-dire qu'au lieu de mesurer le futur, qui est imprévisible, mesurer le présent, mesurer la fragilité des choses. Parce que si quelque chose est fragile, un jour ou l'autre, ça va se casser la figure. C'est ce qu'il avait dit du système bancaire américain. Il avait dit, un jour ou l'autre, ça va se casser la figure. Évidemment, c'est arrivé. Il n'aurait jamais pu prédire quand, mais en tout cas, c'est arrivé. Et comment est-ce qu'on mesure la fragilité? Eh bien, sa règle est très simple. Vous prenez quelque chose, un système, vous, des objets ou autre chose, et pour mesurer leur fragilité, vous regardez s'ils sont sensibles, si en augmentant l'effet négatif, hein, la chose négative, vous augmentez non linéairement l'effet, en tout cas
le mot ne vient pas, mais enfin, disons la conséquence négative. Par exemple, vous sautez de 10 cm en hauteur, tout va bien, de 1 mètre en hauteur, ça va encore, de 10 mètres en hauteur, vous êtes mort. Voilà. Vous êtes donc fragile par rapport au saut dans le vide. Voilà comment on mesure la fragilité. Faites l'exercice, hein, on n'a pas le temps ici, mais c'est un bon moyen de mesurer la fragilité. Hein, tu veux un autre exercice? Pas celui-ci. Ne faites pas celui-ci. Voilà, oui. Ne faites pas celui-ci. Ouais, dès que vous commencez à avoir mal aux chevilles, vous avez compris que les effets n'étaient pas linéaires. C'est pas la peine d'aller jusqu'au bout. Hein. C'est pareil pour le lancer de pierre ou pour la vitesse dans la collision, ou de jeter, ça c'est moins difficile, vous jetez une tasse en porcelaine de 1 cm de hauteur, puis vous augmentez la hauteur petit à petit, vous verrez bien que les effets sont largement non linéaires. La deuxième, c'est donc, et ça va un petit peu dans le même sens, hein, c'est-à-dire qu'il faut respecter le temps, qu'il soit dans l'avenir ou le passé. Ne perdez pas votre temps à analyser les causes de ce qui s'est passé, parce que de toute façon, vous arriverez toujours à gagner la dernière guerre. La prochaine se joue selon des règles différentes. Donc, n'essayez pas de prévoir l'avenir, je l'ai déjà dit, mais effectivement, ça ne fonctionne pas. Et la chose qui était un petit peu plus loin, enfin, moi, je travaille beaucoup avec des grandes entreprises qui ont une approche top-down, même du bottom-up. C'est-à-dire qu'elles prétendent apprendre aux gens qui sont en bas comment faire du bottom-up. Je vous donne un exemple précis d'une très très grande entreprise française, vraiment grande, qui un jour a décidé qu'il fallait rendre numérique et qu'il fallait que tous les employés, les centaines de milliers d'employés qu'elle avait, acquièrent une culture numérique. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait un grand programme pour digitaliser son entreprise, digitaliser tout le monde, tous les employés, que ce soit du haut ou du bas. Un immense programme qui leur a coûté une fortune, qui va leur coûter une fortune parce qu'ils sont en train de démarrer. Et nous, on leur a dit, mais nous n'avons pas été retenus, nous leur avons dit, vous savez qu'il y a parmi vos 200 000 employés, il y en a quelques dizaines de milliers qui sont aussi digitaux que n'importe quel expert en digital. Et à la limite, ils sont mieux digitalisés, ils sont meilleurs en digital parce qu'ils savent comment l'appliquer à leur propre métier et à leurs propres activités de tous les jours, beaucoup mieux qu'un expert, je dirais même beaucoup mieux que nous. Donc la seule solution pour digitaliser votre entreprise, c'est que ce soit eux qui s'en occupent. Donc vous les repérez, vous les valorisez, hein, vous leur donnez du pouvoir, vous leur donnez du pouvoir de faire, hein, pas du pouvoir de contrôler, du pouvoir de faire, du pouvoir de créer, et ça va marcher tout seul, et ça va vous coûter à peu près 20 fois moins cher que si vous faites ça par le haut. Ce n'était pas dans la doxa de cette entreprise, donc on leur souhaite bonne chance. Et je crois que c'est à peu près pareil pour tout ce qu'on vit, si vous voulez. Il faut abandonner, la plupart du temps, à la fois le top-down et à la fois les approches long terme. Les plans quadriennaux, ça ne marche plus. On le sait très bien d'ailleurs, parce qu'effectivement, les conditions changent juste après qu'on a commencé son plan quadriennal, d'autant plus que le plan quadriennal, on met déjà 4 ans à l'écrire. Donc ça fait quand même beaucoup de temps. Troisième action, donc toujours moins de top-down. Je rebondis à chaque fois sur l'action précédente et plus de bricolage. Effectivement, Frédéric tout à l'heure disait, enfin, et Xavier aussi d'ailleurs en a parlé sur la façon dont les nouveautés ne sont presque jamais l'œuvre de scientifiques. Elles sont souvent, c'est le cas par exemple des cathédrales au Moyen-Âge, les nouvelles techniques qui ont été employées dans les cathédrales, c'était du bricolage, c'était de l'essai-erreur. On essaye, la statue se casse ou le mur s'écroule, eh bien on recommence autrement et on y arrive. C'est après qu'on invente la méthode, c'est après qu'on écrit les livres. C'est pas au moment où on le fait. La plupart de ce qu'on a vu, de ce qu'on voit aujourd'hui, les grandes entreprises, Twitter, Facebook et autres, on n'a pas encore fait de film sur le fondateur de Twitter, on a fait un sur le fondateur de Facebook, mais c'est du bricolage au départ. On bricole et puis à un certain moment, ça prend. On est dans l'ère du bricolage et contrairement à ce que vous pouvez penser, on sera de plus en plus dans l'ère du bricolage. Plus on bricole, mieux ça marche. Alors vous me direz, oui, mais enfin, quand même, bricoler, ça prend du temps, mais ça prend plus de temps que de réparer les erreurs qui sont dues à des méthodes qui ont été écrites dans des bureaux et loin des réalités. Les systèmes vivants sont des systèmes en déséquilibre dynamique. Le problème du bricolage, c'est qu'il faut accepter d'être toujours en déséquilibre et non pas de suivre un plan de 1 à 10.
Et on a en plus en plus d'outils de bricolage, on a des langages de programmation pour le web, et chacun sait se débrouiller avec. Il y a je ne sais pas si vous avez vu, à propos de web positif, il y a un site que je vous conseille d'aller voir qui s'appelle TED.com, qui est, je crois, le site le plus positif qui existe sur cette terre, et dans lequel un éducateur indien raconte l'histoire d'un ordinateur qu'il avait mis à disposition d'enfants dans une ville pauvre, dans une banlieue pauvre de Calcutta ou d'ailleurs. Il y avait un écran, il y avait un plateau comment on appelle ça déjà, les pads, merci. Et il y avait une petite caméra pour voir ça. L'ordinateur était assez puissant et connecté à Internet. Et il a mis ça à disposition de ces gamins qui ne savaient ni lire ni écrire. Et il les a laissés faire. En 3 mois, les enfants qui étaient indiens connaissaient 300 mots d'anglais et avaient commencé à hacker le système et à essayer de trouver des solutions par eux-mêmes et commencer à programmer. Ils avaient fait ça tout seuls. Enfin, tout seuls. Ils avaient fait tout seuls en étant connectés. Et on voyait sur les vidéos, d'ailleurs, que le premier qui avait compris quelque chose se dépêchait d'aller l'expliquer aux autres. Et les autres, effectivement, une fois qu'ils avaient compris, peut-être trouver une solution supplémentaire et continuer, etc. Donc, effectivement, peu de top-down, beaucoup de bricolage, mais attention, du bricolage dans lequel il y a des effets. Hein. La structure doit être virale, il faut que ça se propage. Au niveau de son métier, je n'ai pas de conseil à vous donner, mais si vous bricolez, j'imagine que vous le faites déjà, si en plus de bricoler, vous partagez vos bricolages, à la fois les essais et les erreurs, puisque toute erreur est une source d'information, je pense que ça pourra aller très vite. J'ai rencontré récemment un professeur de mathématiques qui était furieux contre ses élèves quand ils posaient des questions ou quand la réponse n'était pas exacte. Longue vie à ce professeur de mathématiques. Le 4e conseil, c'est small is beautiful. Vous voyez, je rebondis à nouveau. Le bricolage, c'est effectivement, ça se fait difficilement à 1000. Ça se fait tout seul ou à 2 ou à 3. C'est un peu mieux et puis ensuite ça se propage. Small is beautiful. En tout cas, c'est plus antifragile, c'est moins fragile. Les grosses structures sont... Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des évidences qu'on a du mal à admettre. Il y a des statistiques extrêmement sérieuses qui disent que la majorité des fusions-acquisitions dans le monde sont des échecs. Mais ils continuent. C'est incroyable. Et vous avez des cabinets d'avocats qui sont spécialisés dans les deux. Ils ne sont pas fous. Ils sont à la fois spécialisés dans les fusions-acquisitions et également dans le démembrement ou dans la division en secteurs différents. Ce qui fait qu'ils gagnent à tous les coups. J'en profite, parce que je ne sais pas si j'aurai le temps de le dire, parce que je n'ai plus que 5 minutes, j'en profite pour dire qu'un des principes de la fragilité, c'est quand les gens qui décident des actions ne mettent pas leur peau sur la table. Or, ce qu'ils constatent, et ce n'est pas polémique, ils le constatent en regardant ce qui se passe et en donnant des exemples, c'est que de plus en plus, les gens qui décident des grands programmes, le jour où le programme se casse la figure, ce n'est pas eux qui payent. Bon, évidemment, les banques vous viennent tout de suite à l'esprit, mais il n'y a pas qu'elles. Les responsables politiques, souvent aussi. Ce n'est pas ceux qui cassent qui payent. Et je parle évidemment de grandes décisions. Plus les entreprises sont grosses, plus elles sont fragiles. On verra quand est-ce que Facebook va se casser la figure. Plus les projets sont gros, plus ils sont fragiles, et surtout, plus le taux de dépassement du projet est grand. C'est statistiquement prouvé. Et quel est le plus gros animal au monde? C'est un animal qui est assez fragile. Vous pouvez choisir, je ne sais pas, la baleine, l'éléphant, enfin, c'est dans les imageries classiques. Regardez une boîte comme Apple. Longue vie à Apple, mais une fois que Steve Jobs est parti, une fois que la tête est partie, c'est plus dur. Parce que ce sont des entreprises qui vivent effectivement avec un chef, avec une tête et avec une hiérarchie. Et ces entreprises-là sont fragiles. Elles deviennent fragiles dès que vous avez un nombre de strates qui grandit trop, elles deviennent trop fragiles. Par contre, en réalité, le plus grand organisme vivant au monde, c'est un champignon qui fait des centaines de mètres de large et dont le mycélium, c'est-à-dire la partie souterraine, est extrêmement étendue. Et pourquoi est-ce que lui, il n'est pas fragile, il est plutôt antifragile? C'est parce que si vous coupez la moitié de ce champignon, ça fait 2 champignons. C'est comme quand vous coupez la branche d'une étoile de mer,
elle survit. C'est comme si vous coupez un ver de terre en deux, ça vous fait 2 vers de terre. Il n'y a pas de tête. Ou en tout cas, il y a des micro-têtes. Donc les entreprises peuvent être grandes, les réseaux peuvent être très grands. Ce que vous faites, tout peut être grand à condition que ce ne soit pas trop hiérarchisé. La via négative et l'amour des contraires. Nous vivons dans un monde paradoxal, essayons d'aimer les paradoxes. Alors, quand j'ai vu le nuage de mots que Xavier a mis tout à l'heure, il y avait des mots qui étaient effectivement contradictoires. Alors, le premier qui a théorisé bien ça en France, c'est Edgar Morin, que je respecte, qui était un de mes premiers maîtres à penser. Effectivement, nous sommes des machines à paradoxes. Tout système complexe, disait-il, est une machine à paradoxes. Nous vivons dans un monde paradoxal dans lequel plus c'est global et plus c'est local, plus c'est virtuel et plus c'est matériel. Vous virtualisez totalement la musique, ça fait le succès des concerts, et vous globalisez la musique, ça fait le succès des concerts locaux. Il faut vivre avec. Non seulement il faut vivre avec, mais chérissons ces choses-là, parce qu'elles sont assez excitantes, d'abord en plus, ces paradoxes-là sont très excitants, et en plus, ça nous permet effectivement d'être plus vivants ou plus antifragiles. Quant à la via négative, qui est une vieille méthode de pensée et d'action qui date d'il y a très longtemps, parce que je pense que c'est Sénèque, je ne voudrais pas me tromper, qui le premier en a parlé, c'est définir une chose parce qu'elle n'est pas. Puisque si on ne sait pas définir quelque chose, essayons de définir ce qu'elle n'est pas. Donc c'est intéressant de savoir, au lieu de vous demander ce que doit devenir la communication territoriale, c'est peut-être plus facile de se demander ce qu'elle ne doit pas devenir. Et plutôt que de se demander ce que c'est que la communication, qu'est-ce que c'est pas? Alors j'ai pensé à un truc idiot, je me suis dit quel est le contraire de la communication, et ma première réponse instinctive, ça va être l'écoute. Je ne sais pas pourquoi ça m'est venu à l'idée. Ensuite, le 6e conseil, c'est regarder ce qui change plutôt d'analyser ce qui est. Prenez un mètre faux, prenez un mètre qui mesure 95 cm. Alors vous me direz, on va le jeter à la poubelle. Oui, mais si vous n'avez que ça, comment vous faites? Prenez un instrument de mesure qui vous mesure, par exemple, la fréquentation de votre site ou bien l'activité des gens qui sont sur votre réseau social, etc. Ça, c'est des mesures fausses. Donc les mesures valent rien. Quand on nous dit, voilà, nous avons eu 3 millions de connexions tel jour, oui, ben d'accord, ça n'a pas grand intérêt. Les fameux KPI. Par contre, si vous prenez le mètre de 95 cm et que vous mesurez une différence, vous prenez un mètre de 95 cm, donc vous allez mesurer la croissance de votre dernier petit-fils. Ben, je vous garantis que vous allez pouvoir mesurer la croissance. Quand vous direz qu'il a grandi de 3 cm, ce sera assez juste. Même si la valeur absolue est fausse, la valeur relative sera vraie. Donc arrêtons d'analyser, de faire des cartographies, regardons un petit peu ce qui bouge. C'est plus facile et c'est plus juste, parce que la cartographie sera fausse, mais ce qui change sera moins faux. Et ça vaut dans l'action. Plutôt que de faire des grands plans quadriennaux, qui sont des plans statiques, faites des petits pas. Alors tout le monde cite Eric Schmidt ce matin, donc je vais le citer aussi, il n'y a pas de raison. Hein. Une de mes citations favorites d'Eric Schmidt, c'est « fail fast ». Oula, c'est quoi ça? Ça c'est une erreur. Excusez-moi. C'est pour te dire qu'il te reste 5 minutes. Mais c'est exactement ça, parce que c'est une alarme, c'était pas le téléphone. C'est dire, c'est la fin. Bon, j'arrête, je vais essayer d'aller plus vite. Faites face, ça veut dire, faites des essais-erreurs, ça va avec le bricolage. Essayez des petites actions, faites des tests, et mesurez, ne vous entêtez pas. Il ne faut surtout pas s'entêter. On fait un test, si ça ne marche pas, on essaye autre chose. On n'a pas le temps d'analyser avant, il faut juste faire des tests, et ça va peut-être marcher, peut-être pas marcher. Et plus vous testez, eh bien, plus vous arrivez petit à petit à avoir la bonne solution. C'est exactement la méthode qu'a utilisée Mère Nature pour nous amener jusqu'ici. 7e, la meilleure technologie est soustractive. Alors vous imaginez bien que Nassim Taleb n'aime pas la technologie, il n'aime pas le moderne, tout ce qui est moderne, il n'aime pas toute cette espèce d'engouement passionné pour le dernier iPhone ou la dernière technologie ou le dernier truc qui va faire papa-maman et qui va effectivement nous révolutionner la vie. Il n'aime pas ça du tout, sauf dans un cas.
c'est quand la technologie est soustractive. Alors, il parle par exemple de ses chaussures. Il s'achetait des chaussures qui permettent de sentir le sol. Ce sont des chaussures à 5 doigts, avec lequel il a le contact de son pied avec le sol redevient celui du chasseur. Vous savez, celui qu'on a retrouvé dans les glaciers au nord de l'Italie, qui était effectivement des espèces de chaussettes renforcées. Et il dit il aime quand même l'iPad parce que l'iPad, avec son tactile, lui permet effectivement de toucher quelque chose et il lui permet d'écrire, donc de retrouver des sensations physiques fortes. Il aime la technologie, et moi aussi d'ailleurs pas mal, la technologie qui effectivement nous améliore ou abolit les technologies d'avant qui étaient des technologies d'intermédiation. La technologie, c'est un peu comme nous en communication. Si on arrive... La mauvaise technologie, c'est celle qui vous sépare de la réalité. La mauvaise communication, c'est celle qui vous sépare de la réalité. Si on prenait cette métaphore-là, ça pourrait être intéressant de créer une communication soustractive. Là, je vais peut-être me faire plumer, mais bon, c'est l'idée qui m'est venue. Ensuite, confiance et subsidiarité. Je vais revenir sur les responsables qui ne mettent pas leur peau sur la table. Ça, c'est un premier point qui, effectivement, réduit, sinon annule la confiance. Comment recréer la confiance ou comment la maintenir? Alors, je vous conseille plutôt de la maintenir parce que la confiance, comme disent certains, c'est un peu comme le dentifrice. Quand ça sort du tube, c'est plus difficile de le faire rentrer. Par contre, et je rebondis sur les derniers mots de Xavier également, je pense que la communication, jusqu'à maintenant, et je veux dire jusqu'à récemment, puisque maintenant vous ne faites plus ça, mais jusqu'à maintenant, la communication, c'était l'industrialisation de la relation. Les directions de la communication sont nées il n'y a pas si longtemps que ça. La notion de communication en tant que métier est née il n'y a pas si longtemps que ça. Avant, on faisait, oui, de la communication, mais on faisait beaucoup de relations. Et avec la montée en nombre, et la montée en technologie, et la montée en enjeux, eh bien, la communication, peut-être, dans certains de ses aspects, est devenue quelque chose qui nous séparait du reste et qui, effectivement, était digne de moins en moins de confiance. Pour retrouver la confiance, peut-être qu'il faut retrouver la relation derrière la communication, avec ce que ça a de risqué, avec ce que ça a d'erreur, avec ce que ça a d'ouverture. Et de cette façon-là, on peut peut-être, grâce à la subsidiarité, qui est un mot, un très vilain mot, mais que j'aime bien aussi, et si la subsidiarité allait jusqu'à l'extrême périphérie, je crois beaucoup que les innovations, et là je rebondis sur ce que disait Frédéric Martel tout à l'heure, les innovations viennent souvent de la périphérie, du petit, d'en bas. Alors le en bas, ça peut être... Moi je préfère la périphérie, parce que c'est la périphérie de l'organisation, c'est la périphérie du savoir, c'est la périphérie du langage. Les nouveaux langages sont à la périphérie des langages officiels, c'est la périphérie géographique, c'est la périphérie des organisations, les filiales, et on se constate que c'est toujours de là que ça vient. Donc de quoi êtes-vous la périphérie et donc le porteur des futures innovations? C'est quelque chose d'intéressant, et peut-être qu'au-delà de vous, la subsidiarité peut aller jusqu'à ceux qui sont vos véritables clients, c'est-à-dire les citoyens. Merci. Merci Marc. Donc sans plus attendre, je vous propose une petite pause